Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de data et particulièrement de Data Lab. Avant de commencer, un petit mot sur moi et ASI. Donc je suis, comme l'a dit Angéline, leader data intelligence chez ASI. Donc j'ai un rôle auprès de mes clients, chez qui je fais des projets de data, et puis un rôle au niveau de l'offre, avec des présentations comme celle d'aujourd'hui pour vous parler de ce qui se fait dans la data et des nouveautés. ASI, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une société spécialisée dans la transformation digitale des entreprises et notamment la transformation digitale au travers de la data. Notre particularité, c'est que nous avons un cabinet de conseil et on ne fait pas que du conseil, on fait aussi de la réalisation de projets. Donc aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de Data Lab. Ce ne sera pas une présentation technique, mais vraiment une présentation orientée autour de la méthodologie qui peut vous permettre de valoriser correctement vos données. Alors commençons par parler données. Les données, tout le monde en a. Je pense que la plupart d'entre vous sont familiarisés de la transformation digitale qui aujourd'hui apporte de plus en plus de données dans l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle apporte de plus en plus de données dans l'entreprise? Tout simplement parce que aujourd'hui, la plupart des processus sont informatisés. Et qui dit processus informatisé dit données qui vont être mises à disposition par les différents systèmes. Donc ces données, elles peuvent provenir très classiquement de votre ERP, des capteurs que vous auriez pu mettre sur vos machines dans les usines. Donc plein de sources de données qui sont produites aujourd'hui en interne dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que ces sources de données, elles peuvent être aussi complétées par des données qui proviennent de l'externe. Donc vos clients, notamment au travers du plus bel outil pour produire de la donnée, le téléphone que vous avez dans votre poche, vont pouvoir produire une masse d'informations sur les usages qu'ils ont de vos différents services. Et ces informations, vous allez pouvoir les capter dans ce qu'on a appelé le Data Hub. Ces différentes informations, elles peuvent être ça peut être du temps réel, hein, ça peut être vraiment des informations qui vont être pushées en permanence, ça peut être des informations avec beaucoup de volumétrie, et puis ça peut être aussi des informations plus ou moins structurées, ça peut être des images, ça peut être des sons, donc vraiment une variété d'informations. Sur la droite de la diapositive, on vous a mis aussi deux sources d'informations qui sont un petit peu plus discrètes, mais qui aujourd'hui prennent de plus en plus de place. L'open data qui, grâce notamment aux différentes administrations, se démocratise de plus en plus. Aujourd'hui, les administrations, par décret ministériel, sont obligées de publier des informations, aux citoyens, et donc ces informations, vous pouvez les capter pour en tirer de la valeur. On retrouve aussi des brokers qui vont être des spécialistes de la revente de données. Et ces brokers vont aussi pouvoir vous mettre à disposition des informations complémentaires pour vous aider dans votre activité. Alors je parle de brokers, je parle d'open data, mais aujourd'hui on voit aussi des partenariats qui se mettent en place entre entreprises qui sont concurrentes ou pas concurrentes et qui vont échanger des données. Alors tout ce que je viens de vous décrire, c'est globalement ce qu'on appelle le big data. On parle de volume, beaucoup d'informations, un déluge de données, de la variété, des données qui proviennent de l'interne, qui proviennent de l'externe, qui ne sont pas forcément structurées, de la vélocité, puisque ces données elles vont arriver en temps réel, et aussi de la véracité, puisqu'on va voir que les données, il faut qu'on leur donne du sens. Donc Big Data, c'est vraiment le buzzword qu'on entend un petit peu partout.
Et puis c'est vrai qu'on aurait pu en rester là. On aurait pu se dire, bon bah voilà, il y a beaucoup de données, et puis bah, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, ce qui est très intéressant, c'est que il y a des acteurs qui aujourd'hui ont réussi à tirer parti de la data. Ils ont réussi à aller chercher de la valeur dans les données et tirer de complets business models à partir de cette donnée. Et ces acteurs-là, c'est pas forcément les Google, Amazon, Facebook qu'on entend. Ça peut être des entreprises récentes, plus ou moins récentes, qui du coup travaillent la donnée. Alors pour travailler la donnée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La première chose qu'on peut imaginer, c'est faire de la segmentation. Faire de la segmentation, qu'est-ce que c'est? C'est regrouper une population, donc ça peut être des clients, ça peut être des produits, pour leur trouver des similitudes, et donc les regrouper dans des classes, pour pouvoir les adresser de la même manière. Et donc une personne qui a très bien fait de la segmentation, au point d'en gagner l'élection présidentielle américaine, c'est Barack Obama. Barack Obama, il a acheté des fichiers sur les contribuables américains, il a récupéré de l'information sur les réseaux sociaux, et l'air de rien, eh bien, il a quand même réussi à collecter 1 million de dollars, dont 70% en ligne. Donc concrètement, il a réussi, avec ses équipes, à segmenter les contribuables américains et cibler précisément pour des actions marketing les contribuables qui étaient susceptibles de lui faire des dons. Donc ça a été pendant la première partie de l'élection présidentielle. Et puis pendant la deuxième partie, là où il fallait commencer à convaincre, eh ben, même usage de la donnée. On va identifier quelles sont les populations sur lesquelles on a vraiment besoin d'insister sur les messages, et identifier avec quels canaux on pourrait échanger avec eux. Donc, premier usage de la donnée, la segmentation. Deuxième exemple, réseau SNCF. Réseau SNCF fait de l'analyse comportementale. Qu'est-ce que c'est l'analyse comportementale? C'est la capacité sur un temps donné à analyser le comportement d'une population. Et c'est très souvent utilisé pour faire de la détection de fraude, ou de la détection d'intrusion. En gros, on va regarder combien de temps la personne passe de temps sur une page, sur quoi elle a cliqué, et puis s'apercevoir que ce n'est pas un comportement normal. Donc typiquement, chez Réseau SNCF, on fait ça pour détecter des menaces terroristes et identifier des comportements anormaux dans les gares. Si je continue à travailler ma donnée, eh bien, je vais peut-être être amené à faire ce qu'on appelle de la recommandation. La recommandation, qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez aimé ceci, alors vous aimerez cela. D'accord? Les gens qui sont comme vous, ils ont acheté ce produit-là, donc vous êtes susceptible de l'acheter. Et donc on a une société qui fait ça particulièrement bien, c'est Netflix. Netflix, il y a 2 ans, c'était 65 millions d'abonnés. Aujourd'hui, c'est 120 millions. Donc ça montre que c'est vraiment un modèle qui fonctionne bien. Et que fait Netflix? En fait, Netflix nous catégorise dans 2000 catégories. Donc chaque utilisateur de Netflix est catégorisé dans une catégorie, et en fonction de ses habitudes, en fonction de ce qu'il va regarder, on va lui proposer des choses qui vont être similaires à ce qu'ont regardé les personnes qui sont dans la même catégorie que lui. Quatrième usage, au niveau de la donnée, la prédiction. Alors la prédiction, ça commence à être très intéressant. On va vouloir prédire un achat, anticiper des stocks, prédire une capacité à rembourser, c'est ce que font les banques au niveau du scoring. Et puis, quand je vais aller sur Kayak, la prédiction de Kayak, ça va être d'être capable de me dire si les prix du billet que je suis en train de regarder vont augmenter ou pas. Donc la prédiction, c'est relativement simple, c'est ce que vous avez tous appris au lycée, c'est Y égale à X plus B. Donc je prédis une variable en fonction d'un certain nombre d'autres variables. Donc évidemment, on va en rajouter beaucoup pour avoir une prédiction qui soit la plus fine possible. Dernier usage qui me paraissait intéressant d'aborder,
c'est l'usage que va faire Yuka. Yuka, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société qui met à disposition une application qui permet de scanner les produits. Et que fait Yuka? Eh bien Yuka, ils ont tout simplement exploité une base de données Open Data, Open Food Facts, qui permet de référencer les différents produits. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que en tant qu'utilisateur, je scanne un produit, donc je vais enrichir la base de données de Yuka pour leur dire que moi, Brice Davolo, aujourd'hui j'ai scanné ce produit-là. Et puis Yuka, en échange, va me renvoyer des informations nutritionnelles sur le produit que j'ai scanné. Donc, au fur et à mesure, la base de données de Yuka s'enrichit et aujourd'hui, ils sont capables de proposer de nouveaux services pour éventuellement proposer un produit plutôt qu'un autre ou pour faire des conseils nutritionnels. Donc bien souvent, vous l'aurez compris, tous ces usages de la donnée vont aller les uns avec les autres. Je vais faire un petit peu de segmentation pour ensuite faire de la recommandation, faire de la prédiction, utiliser des données externes, etc. etc. Donc ça, c'est beaucoup de promesses, et puis du coup, on commence à se demander, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas de la data value? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas si simple. Un chiffre qui est très intéressant, c'est un chiffre que nous donne le Gartner, 85%. Alors c'est pas 85% de réussite de projet, c'est 85% des projets Big Data qui sont en échec. Alors initialement, ils avaient positionné ce chiffre à 60% et ils ont revu leur prédiction à la hausse pour la monter à 85%. En début d'année, le Chief Data Officer de AXA indiquait même que les investissements qui avaient été consentis par AXA au niveau du Big Data n'étaient pas à la hauteur du ROI attendu. Donc vraiment, des sociétés comme des assurances qui sont les premiers en général à travailler de la donnée, aujourd'hui, ne sont pas certains du ROI apporté par les différents investissements qu'ils ont réalisés sur le Big Data. Alors plusieurs raisons à cela. La première raison, le premier frein qu'on peut avoir sur un projet quand on travaille de la data, c'est la technologie. En effet, tout ce qui est lié au big data, ce sont des technologies qui sont relativement récentes et qui imposent des modifications du système d'information existant. Donc, une entreprise qui a un système d'information qui date des années 2000 va forcément avoir plus de peine à se mettre à la page des dernières innovations technologiques. Donc, il va falloir trouver un accélérateur pour pouvoir passer ce premier pas. La deuxième problématique qu'on peut rencontrer, c'est l'organisation qui est silotée. Alors c'est sûr, au niveau de l'informatique, ils ont vu le big data de loin arriver, ils se sont dit on va mettre une super architecture en place, un super cluster, ça va marcher du tonnerre, on va déverser plein de données dedans. Et puis côté marketing, pareil, ils se sont dit on va pouvoir étudier comment les utilisateurs utilisent notre produit, on va récupérer de l'information, voilà. Sauf que c'est pas forcément le marketing ou l'informatique qui font aujourd'hui la valeur de l'entreprise. Et donc si ces directions ne se parlent pas entre elles, chacune va creuser dans son coin et au final ne va pas profiter des bénéfices de la donnée. Et puis, dernier point, des mauvais choix d'usage. Alors des mauvais choix d'usage, ça peut être tout simplement de se dire on va aller chercher de la donnée parce que on a compris que le big data ça tournait autour de la volumétrie, de la masse d'informations qu'on ramenait, mais on ne va pas se demander pourquoi faire. On ne va pas imaginer quel service on va proposer derrière à nos utilisateurs. Et donc on va partir sur un projet qui va très certainement mobiliser des ressources, qui va très certainement produire des indicateurs, mais derrière, l'indicateur produit, une fois qu'il sera produit, on ne saura pas quoi en faire. Donc il y a vraiment une démarche à mettre en œuvre autour des projets de données. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on vous parle de Data Lab ?
Alors une définition qu'on pourrait en faire, c'est la suivante. Le Data Lab est une approche agile de valorisation des données visant une accélération par la technologie. Alors, plusieurs mots importants. Effectivement, l'approche agile. L'objectif est de délivrer rapidement des nouveaux usages. Donc, de pas partir dans un projet classique en V, mais vraiment d'avoir la capacité de pivoter en fonction de ce qu'on va trouver dans les données. Ces données, forcément, il faut qu'on les valorise. Il faut qu'on trouve quelque chose à en faire. On ne va pas juste monter un data lab, travailler de la donnée pour le plaisir. Et tout ça, eh bien, c'est lié effectivement à la technologie sous-jacente qu'on va mettre en place. Alors, c'est lié à la technologie, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est bien avoir, d'un point de vue métier, un besoin fonctionnel à satisfaire. Alors, je vais commencer par vous répondre dans mon data lab avec une architecture. Un data lab, ça doit être une architecture scalable. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va monter une architecture data lab? On va commencer par aller récolter de la donnée dans les différentes sources. Et donc, on a une phase d'acquisition. Il va falloir extraire de la donnée de votre système d'information ou des différentes sources de données qui sont à votre disposition. De façon assez classique, aujourd'hui, on stocke la donnée dans un data lake. Alors, à quoi me sert le data lake? Il me sert à avoir un stockage quasi illimité et une puissance de calcul associée qui va me permettre de traiter de la donnée et d'avoir vraiment une information traitée directement au plus fin. Et donc ces traitements, qu'est-ce que ça va être? Ça va être potentiellement du raffinage de données, puisque vos données collectées depuis les différents systèmes d'information, vous allez devoir les préparer pour faciliter leur interrogation. Et puis, ça va être de façon assez classique les différents algorithmes statistiques que vont pouvoir définir les utilisateurs qui travailleront sur votre data lake. Derrière, on n'oublie pas évidemment la couche présentation. Toutes ces données qu'on va travailler, on les met à la disposition, soit au travers d'un outil classique de data visualisation, soit directement dans une application métier, dans laquelle on va remonter un indicateur. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement classique au niveau de l'architecture de données. Cette architecture de données, aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un data lab, donc dans le cadre d'une démarche d'innovation dans laquelle on veut aller vite pour prouver la valeur, je pense qu'il est plus intéressant de la mettre en place dans un cloud. Alors pourquoi dans un cloud? Tout simplement parce que le cloud va me permettre d'être très agile vis-à-vis de mon architecture. C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, vous traitez vos flux de données au niveau de l'acquisition via des scripts. Peut-être que demain, vous vous rendrez compte qu'en utilisant un ETL comme Talend, vous serez en mesure d'aller plus vite et de gagner en industrialisation. Et bien tout ça, ça va être très facilement pris en charge par votre architecture. Vous allez très simplement pouvoir rajouter une brique Talend, tester si ça apporte quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser, et puis si ça n'apporte rien, arrêtez. De la même manière, vous pouvez avoir besoin pendant un instant donné de plus de puissance de calcul, donc de rajouter des nœuds au niveau de votre cluster Hadoop. Et ça va être très simplement fait dans un cloud. Et l'avantage du cloud, c'est que dans une phase d'expérimentation où j'ai besoin de plus de puissance, je rajoute des nœuds, et bien le lendemain, je peux très bien enlever les nœuds, et puisque les nœuds sont arrêtés, je ne paye plus. Donc on paye vraiment à l'usage, et ça permet vraiment d'avoir une scalabilité intéressante.
Dernier élément aussi très intéressant qu'on va retrouver par rapport à Cloud, ça va être les différents services, les différents API que vont aujourd'hui mettre à disposition les différents acteurs. Donc là, je vous ai pris l'exemple d'Azure. Azure Connective Service, ça me permet, par appel d'API, de faire du traitement d'image, du langage naturel, et donc de tester des fonctionnalités. Donc je teste des fonctionnalités, je vais rapidement démontrer la valeur, et ensuite, soit cette valeur-là, je vais la déporter, par exemple, dans un script Spark, soit je vais continuer à utiliser l'API. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les briques classiques qu'on pourrait retrouver dans une architecture cloud. Donc c'est un exemple qui est plutôt basé Microsoft, mais en fait, peu importe. L'idée, c'est d'avoir une architecture qui soit modulable en fonction des besoins métiers. Donc deuxième point très important, une fois que j'ai validé mon architecture, ça va être la démarche. Comment est-ce que je vais réussir à innover dans la donnée, à trouver des informations qui vont faire gagner à mon business. Alors la première étape à faire, c'est sensibiliser. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les organisations, l'approche data, elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Tout le monde n'imagine pas quel bénéfice il pourrait tirer de la data. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, s'adresser à la direction, comprendre quels sont les enjeux stratégiques de la direction, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les produits qui sont mis à disposition par l'organisation sont différenciants par rapport à la concurrence. Et puis, on va organiser des ateliers d'idéation qui vont permettre aux différents services de s'exprimer ensemble pour trouver des idées autour de la donnée. Donc nous, on sera en mesure de donner des cas d'usage, de donner des exemples pour faire émerger des idées, mais au final, c'est bien le métier qui va trouver dans son quotidien des améliorations, des services supplémentaires qu'on pourrait proposer aux différents clients via la donnée. Donc, première étape, sensibilisation. Donc, sensibilisation qui va déboucher sur un certain nombre de use cases qu'on va demander au métier de prioriser. Donc, de donner une valeur au use case qui a été donné. Quel ROI on estime avoir par rapport à l'idée qui a été donnée. Et donc pour l'instant, on est vraiment dans une démarche avec le métier. Aucune barrière technologique, on laisse libre cours à l'imagination des personnes. Et évidemment, dans un troisième temps, c'est mon équipe technique, mon équipe Data Lab, qui va rentrer en jeu. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équipe Data Lab Quand on parle de Data Lab, on ne pense pas forcément Data Scientist. Aujourd'hui, le Data Scientist, le mouton à 5 pattes qui sait tout faire, déjà c'est très rare sur le marché, et puis en plus c'est pas suffisant pour monter un Data Lab. Donc on va plutôt s'appuyer sur des compétences qu'on peut avoir en interne. On va avoir besoin d'un architecte. L'architecte, ça va être la personne qui va définir l'architecture tout simplement du Data Lab et la manière dont les différentes briques vont communiquer entre elles. Donc ça, c'est un premier profil important à avoir. Le deuxième profil, ça va être le data ingénieur. Le data ingénieur, c'est celui qui va tirer tous les flux depuis vos sources. Donc le data ingénieur, vous l'avez peut-être déjà dans vos équipes. C'est peut-être un consultant BI qui travaille dans vos équipes et qui est habitué à manipuler les ETL, à travailler la donnée. Ensuite, vous avez un data analyst, quelqu'un qui va être capable de travailler cette donnée. Donc à partir des données qui sont mises à disposition, tout simplement d'aller appliquer des algorithmes, appliquer des requêtes SQL. Ça encore, c'est quelqu'un que vous avez forcément dans vos équipes. La personne qui fait de la BI
aujourd'hui dans votre équipe, manipuler des données, c'est son quotidien. Donc il peut tout à fait monter sur ce type de problématique. Et puis, dans notre équipe DataLab, ça pourra être intéressant de rajouter des profils plutôt design ou des profils plutôt programmeurs qui, eux, vont valoriser notre donnée. Voilà, qui vont nous permettre de mettre à disposition les informations qu'on a trouvées dans une jolie application pour faciliter l'accès après des utilisateurs, ou qui vont mettre à disposition les différentes informations, par exemple au travers d'API. Donc voilà. Donc là, on a réussi à constituer une équipe DataLab qui est multicompétence. Et cette équipe DataLab, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va venir challenger les use cases qui ont été donnés par les utilisateurs métiers. Elle va venir les challenger pour identifier si les données sont facilement récupérables, pour identifier si on est en mesure de facilement mettre à disposition suivant la solution qui a été imaginée, etc., etc. Mais l'idée de tout ça, c'est de pondérer le ROI par rapport à la complexité technique. Ce premier use case, on va le travailler au sein de notre data lab. Et donc, ce qui va être important, ça va être de fixer un budget et un délai. Un budget, un délai qui me permettent de travailler sous forme d'itération mon use case. L'objectif étant de valoriser forcément ce qui sera trouvé dans le data lab. Donc ça veut dire que dès le début, il faut imaginer la manière dont les données vont derrière être accessibles. Est-ce que c'est au travers d'un indicateur calculé et mis à disposition tous les jours? Est-ce que c'est du temps réel? Est-ce que voilà. L'objectif, c'est de valoriser tout de suite la donnée pour que derrière, le métier soit en capacité de dire oui ou non, ça répond aux besoins, oui ou non, il faut continuer, et oui ou non, on accélère et on industrialise. Donc cette phase d'industrialisation, elle a un rôle à part entière, je ne l'aborderai pas aujourd'hui, mais elle est très très importante, et c'est vraiment l'architecte qui sera en mesure dans votre projet de définir la manière dont les éléments doivent être développés pour que derrière on puisse les industrialiser sans problème. Donc on a une architecture, on a une démarche, et maintenant comment trouver le use case pour démarrer. Donc je vais vous proposer 3 exemples que nous avons réalisés chez des clients pour illustrer cela. Alors le premier exemple, c'est comment prévenir les risques. Donc une société qui fait du transport, tout simplement, est venue nous voir avec une problématique autour des risques d'accidentologie autour du transport. Et l'idée derrière, c'était au travers de l'analyse des données, être en mesure de segmenter sa population de conducteurs, pour déclencher des actions préventives. Donc là, on fait clairement de la classification en fonction des différents attributs qu'on va récolter. Et donc qu'est-ce qu'on met en entrée pour pouvoir faire de la segmentation? On met beaucoup de données internes au final. On met l'état du réseau, les véhicules, est-ce qu'ils sont vieux ou est-ce qu'ils sont récents? On met les opérations de maintenance, on récupère les informations d'accidentologie. Donc ça, il y a de plus en plus d'informations là-dessus puisque la plupart des véhicules maintenant sont connectés. On récupère les données météo, on récupère les données RH. Et donc là, on va être capable d'appliquer des algorithmes de segmentation, donc de rapprocher les individus suivant des caractéristiques communes pour pouvoir derrière identifier une population à risque et du coup faire des actions préventives dessus. Deuxième exemple, deuxième question qui nous a été posée par nos clients. Donc là, on change complètement de secteur, on va plutôt dans l'agricole. Comment optimiser ma production? Aujourd'hui, quand on est une coopérative, on se doit de fournir un ensemble de services à ses adhérents. Donc les coopératives agricoles aujourd'hui récupèrent une masse d'informations assez importante sur les différentes opérations qui sont réalisées chez les adhérents,
de par l'automatisation des différents processus. Et ben, l'idée, c'est de dire, puisque vous avez actuellement tel rendement sur votre parcelle, puisque la météo annonce demain telle ou telle information, on va être en mesure de proposer la meilleure dose d'engrais à appliquer sur la parcelle. Donc on récupère toutes ces informations-là et à nouveau on fait une segmentation, on rapproche les données des différents adhérents et sur la masse, on est capable de proposer des améliorations. Dernier usage, alors dernier usage qui n'est pas forcément le plus drôle, comment éviter la fuite de mes clients. Donc là, c'est ce que nous a demandé un client qui se rend compte que sa population de clients diminue au fil du temps et qui souhaite mettre en place des actions correctives pour remonter forcément son niveau. Alors qu'est-ce qu'on a fait chez eux? On a calculé un score d'attrition. Le score d'attrition, il me permet, en fonction des différents paramètres, de déterminer un score de fragilité au niveau de la personne. Donc de dire que en fonction des différentes actions qu'il a eues, des différentes interactions qu'il a eues avec mon application mobile, avec mon site internet, ce client-là est en risque. Et l'objectif, c'est qu'une fois que le risque est avéré, on déclenche automatiquement une campagne marketing. Une campagne marketing qui va envoyer un email, qui va envoyer un texto, qui va inciter l'utilisateur à prolonger son abonnement. Donc là, vraiment, on capture les différentes interactions de l'utilisateur avec les nouveaux canaux digitaux qui ont été mis à disposition. Et là où c'est vraiment très très intéressant, c'est que cette donnée de campagne marketing, on va être en mesure de la réinjecter comme une donnée d'entrée de notre système et encore le perfectionner par rapport au retour des différentes campagnes qui ont été réalisées. Donc voilà trois exemples qui ont pu être réalisés chez nos clients. Donc pour conclure par rapport à ça, on a vu qu'il y avait une notion d'architecture. Aujourd'hui, à mon sens, le plus simple est vraiment d'aller vers une architecture cloud qui va vous donner de l'agilité, qui va vous permettre de tester des usages, puisque la facturation se fait en fonction de ce que vous consommez. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est ce soir je monte un cluster Hadoop dans le cloud, demain je l'arrête, eh bien je ne paye plus. Donc vous êtes vraiment dans une démarche d'innovation qui peut vous permettre de tester sans engager des investissements trop lourds en termes d'architecture. On a vu que ce qui était important aussi, c'était d'avoir une démarche. Donc dans cette démarche, vous devez impérativement mêler le métier et le technique. D'accord ? Tout part du métier, tout part du use case du métier. Mais il est important de challenger le use case du métier pour trouver le premier use case qui aura le plus gros ROI. Et puis, du coup, dernier conseil, par rapport à la détermination de vos enjeux, ne commencez surtout pas par regarder vos données. Si vous regardez vos données et vous vous demandez qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec, vous allez être, je grossis un petit peu le trait, mais dans une démarche classique de business intelligence. Je regarde ce qui s'est passé à partir de ce que j'ai. Là, il faut vraiment être dans une démarche d'innovation. Donc on va élargir le champ des possibles en mettant à contribution les métiers, en ne bloquant pas par rapport à la technique et espérer trouver un cas d'usage qui va sortir de l'ordinaire et qui va nous permettre d'obtenir un avantage concurrentiel. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et si évidemment vous avez d'autres questions, notamment par exemple sur l'industrialisation, sur ce qu'on peut faire avec toutes ces données-là, n'hésitez pas à nous recontacter et on sera ravis de pouvoir venir vous voir et d'échanger sur ces problématiques-là directement avec vous.